Rarement un livre a eu autant d'impact dans la discussion politique. Ça s'intitule Original Sin. Vous voyez, Le péché originel, c'est ce livre qui expose le déni et une certaine opération de camouflage dans l'entourage de Joe Biden en ce qui concerne son déclin physique et cognitif alors qu'il était à l'aube de la dernière présidentielle. Alors, l'ouvrage fait partie des meilleures ventes de la semaine aux États-Unis et ça a coïncidé avec l'annonce également du cancer de l'ex-président. Alors, on va en parler ce matin à notre table des communications avec Martine Saint-Victor qui est avec moi sur le plateau. Bonjour. Bonjour Martine. Et Louis Aucoin conjoint ce matin comme ça dans notre écran. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Bon samedi. Très bon samedi à vous. Alors, Martine, vous avez lu ce livre, donc, dans les tout derniers jours, très rapidement. Les témoignages qui ont été rapportés, qui sont très troublants, donc, qui s'échelonnent sur des années, finalement, de la part de l'entourage de M. Biden. C'est rare qu'un livre politique a eu une aussi grosse couverture médiatique à sa sortie. Bon, évidemment, il y a deux co-auteurs, dont un qui est à CNN 6 jours par semaine. Oui. Donc, le réseau en a profité pour mousser, si on veut, ce livre. Mais des jours d'avance aussi, là, en des mois d'avance, des révélations. Et depuis, tous les jours, ils en parlent. Et évidemment, tout ça est soutenu par une tournée de presse très bien orchestrée, c'est-à-dire, oui, les journaux, mais aussi les balados, la télévision, la radio, etc. Mais il y a un fait qui était très intéressant, c'est-à-dire que le co-auteur, Alex Thompson, avait déjà entamé ce livre parce que lui, sur sa plateforme Axios, a souvent écrit sur la santé du président Biden. Et il y a un an, se cherchait encore une maison d'édition parce que sa première entente avait été annulée. Et lorsque M. Tapper, qui lui est à CNN, s'est accroché s'est joint au projet, ben là, ils ont trouvé une nouvelle maison d'édition. Donc, c'est pour montrer que déjà le sujet était délicat, sensible. Certaines personnes ne voulaient pas y toucher. Et là, on a un portrait assez révélateur, bien que ce soit une série d'anecdotes. Il y a un peu de mauvaise foi dans ce livre, dans la mesure où il y a des anecdotes qui ne méritaient pas d'être si amplifiées. Mais ça donne un portrait quand même intéressant et inédit de l'arrière-scène de cette administration. Le fait qu'il avait des journées de plus en plus courtes, finalement, justement, en fonction de son énergie, qu'à un certain point, il ne reconnaissait pas certains collaborateurs, il lisait à partir de carton aussi, il était vraiment là, très, très, très protégé avec une garde très rapprochée. Mais Louis, justement, quand on entend tous ces exemples-là, est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de normalité, dans le sens que ça fait partie de la mission de l'entourage d'un dirigeant de connaître ses failles et de tenter de le protéger de l'œil du public? Oui, ça fait partie. C'est vrai que ça fait partie un peu de ce travail-là. Puis le dilemme avec Joe Biden, la question qui se pose pour les stratèges en communication, c'est est-ce que je dois préserver l'image du président qui est présentement en élection, donc un peu camoufler ce qui fait défaut, et où je dois préserver l'image d'un homme qui cumule 50 ans de politique, quel legs il va laisser, quelle impression il va laisser dans le futur. Présentement, Joe Biden représente l'archétype de la personne qui s'est accrochée au pouvoir. Pour le moment, c'est ça. Est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 30 ans, l'histoire va retenir ça de Joe Biden? Je ne sais pas. Mais donc, il y a un dilemme. Là. Quelle image on veut vraiment préserver? Quel homme on veut vraiment préserver? Puis l'autre question qui m'est venue cette semaine avec la parution de ce livre-là, c'est quelle est la stratégie de communication derrière ce livre-là et les autres parutions sur Joe Biden, sur cette dernière année? Est-ce qu'il y a des démocrates qui veulent un peu se blanchir du travail qu'ils ont fait auprès de Joe Biden? Est-ce que même le journaliste Jake Tapper lui-même, on a beaucoup questionné cette semaine, le fait que lui-même, comme journaliste, disait que des gens qui critiquaient Joe Biden, qui contribuaient à la propagande russe, vous savez, il s'est dit toutes sortes de choses. Donc, c'est clair que ces livres-là, quand ils sortent, c'est pas toujours, et surtout pas seulement du travail documentaire, c'est aussi... Ça contribue d'une stratégie de communication où il y a d'autres intérêts. Ouais, mais il y a quand même des conseillers, et Louis a raison de parler du travail des stratèges. Il y a des conseillers qui ont quitté le cabinet en 2013 parce que en 2023 pardon et en 2024 parce qu'ils on peut pas continuer à essayer de préserver cette image qui est une fausse image. Ça c'est une chose. Et puis la stratégie du livre, le président Biden a accordé 2 interviews dans les dernières semaines justement pour un peu défendre avant même que le livre soit sorti. Et est-ce que ça a été habile?
Est-ce que ça a permis effectivement de semer un doute? Ça ne l'a pas aidé parce que Joe Biden n'est pas la plus fraîche des roses. Donc, on l'a vu quand même hésitant dans ses interviews, plus au ralenti. Mais effectivement, la question se pose, est-ce que ce livre va ternir les 50 ans de service de M. Biden? Ce qui risque de passer dans l'usage, c'est l'expression en soi, l'idée de ne pas faire un Joe Biden de soi-même pour d'autres dirigeants, justement. Quelles sont les leçons de communication politique là-dedans, selon vous, Martine? D'abord, c'est ça. Quel est on doit bien s'entourer. Ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que la garde rapprochée, qu'on appelle le Political Bureau, qui incluait notamment son épouse, Mme Biden, qui avait beaucoup d'influence, qui, eux, vivaient aussi dans cette espèce de... Il y avait quand même une grande loyauté. Grande loyauté. Le noyau. Le noyau, et ce qu'on apprend aussi, entre autres, c'est que quand des journalistes faisaient leur travail pour dire, vous savez, telle chose s'est passée, c'est pas normal, l'entourage de Joe Biden avait un modus operandi, c'est-à-dire d'attaquer les journalistes. Donc, les leçons de communication, c'est la transparence, mais aussi, nous, en tant que citoyens, on doit demander justement des rapports de santé plus détaillés. C'est-à-dire ce qu'on vit maintenant avec le président Biden à travers ce livre, c'est ce que les Américains vivent avec Donald Trump, qui produit des rapports médicaux qui ne tiennent pas la route, avec un médecin qui biffe un peu sur l'essentiel. Donc, on doit demander cette transparence et ce que ce livre fait, il ne fait qu'amplifier cette perte de confiance que nous avons dans les élus. Année après année, tous les sondages le montrent. On fait moins confiance au gouvernement, moins confiance aux élus parce qu'on apprend des histoires comme ça. Notamment, on apprend dans le livre que M. Biden n'appuyait pas vraiment Mme Harris et pourtant il l'a nommée. Donc, ça remet en question toute cette question, tout ce qui est transparence, tout ce qui est vérité, tout ce qui est accessibilité. Donc, c'est dommage. C'est très dur comme lecture en passant. Oui, c'est ça. Et pour une personne comme vous, même, qui apprécie Joe Biden, justement, pour des gens qui l'ont... Oui, pour les gens qui admirent et qui aiment Joe Biden, c'est une lecture assez difficile, même si, je le répète, il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce livre. Oui, c'est sûr que c'est un rappel aussi de, justement, de ce qui survient lorsqu'une personne prend de l'âge aussi. Donc, pour n'importe qui, en fait, ça peut toucher des cordes sensibles. Et donc, ça a été publié la même semaine où on a appris pour ce diagnostic de Joe Biden, quand vous disiez justement comment on va pouvoir faire confiance aux prochains rapports médicaux des présidents, c'est dans cette foulée, ce rapport qui est venu dire, en fait, cette annonce qui est venue dire que Joe Biden souffre d'un cancer assez avancé de la prostate. Malgré tout, Louis, Joe Biden, il n'est pas le premier à s'être accroché au pouvoir en tant que dirigeant. Martine l'évoquait justement dans son entourage. Il y a des gens quand même qui ont tenté de lui faire comprendre que les chiffres n'étaient pas en sa faveur pour les prochaines élections. Malgré tout, il s'accrochait. Mais ça, c'est le travail aussi d'un conseiller, c'est le travail d'un consultant. Ça fait partie de sa mission de donner l'heure juste à un dirigeant et de lui dire quand c'est le moment de tirer sa révérence. Vous me faites sourire parce que c'est vrai que c'est le travail d'un consultant, c'est vrai que c'est le travail d'un conseiller. Il faut que quelqu'un puisse le dire. Oui, mais la stratégie de communication, c'est jamais seulement une personne, mais c'est vraiment une évaluation du contexte, des tendances. Donc, il y a plusieurs personnes qui contribuent à ça et nécessairement, il va y avoir un peu de lutte de pouvoir, il va y avoir un peu de flatterie parce que dire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas entendre, ça veut dire probablement, dans plusieurs cas, perdre du pouvoir auprès de cette personne-là. Et quand c'est le temps de partir, c'est vrai, mais c'est vrai pour toutes sortes de décisions. Puis moi, je peux témoigner de plusieurs dirigeants qui font le tour de leur entourage jusqu'à temps qu'ils trouvent quelqu'un qui va enfin leur dire ce qu'ils veulent entendre et pas nécessairement la réalité. Donc, il faut que ça parte d'une certaine ouverture de la dirigeante ou du dirigeant. Sinon, c'est comme essayer de convaincre une fleur de changer de couleur. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut vraiment que la personne soit déjà ouverte à entendre ce que j'appellerais avec une forme de lucidité. Donc, prêt à faire face à une réalité qui ne lui fait pas plaisir. L'ivresse du pouvoir peut être très, 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 très puissante dans ces hautes sphères. On parlait donc de l'annonce du diagnostic pour Joe Biden cette semaine. Parmi la déferlante de messages, justement, de soutien, il y a eu, entre autres, le roi Charles III qui avait lui-même souffert d'un cancer de la prostate. Lui qui va être, donc, au Canada cette semaine. Il arrive demain, discours du trône mardi, dans le contexte, évidemment, qu'on connaît de guerre commerciale avec les États-Unis. Martine, est-ce
Est-ce qu'on assiste avec cette visite du roi Charles, est-ce que ça fait partie en fait d'un certain virage dans les communications du roi ou dans son implication? Ben d'abord, côté communication, il faut le dire, il y a eu une certaine transparence de la famille royale qui a vraiment détaillé le voyage. Ils l'ont partagé sur les chaînes de réseaux sociaux. C'est pas long comme voyage. C'est pas long comme voyage, mais c'est très détaillé au déplacement près. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un contexte dans lequel, évidemment, il y a cette relation houleuse entre les États-Unis et le Canada. Et le roi Charles est quelqu'un que M. Trump apprécie énormément. Donc, en invitant le roi Charles ici, M. Carney lance un message. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons accès parce que c'est notre dirigeant. Et il y a une opportunité pour le roi Charles qu'on a vu quand même se prononcer sur l'Ukraine, se prononcer sur ce qui se passe évidemment au Royaume-Uni, c'est de rappeler cette souveraineté canadienne. Il pourra même emprunter du discours de sa mère, non en 77 quand elle est venue, mais en 57 lorsqu'elle est venue sur Diefenbaker. Elle a dit « J'apprécie la vivacité de la démocratie au Canada. J'apprécie aussi ce Canada qui est libre et qui est fier d'être libre. » Alors, il pourra reprendre ces mots-là parce que, justement, dans le contexte du discours du 51e État, il faut rappeler ça. Et un autre fait aussi qui est important côté communication, lorsque la reine est venue en 57, c'est la première fois que les caméras étaient permises dans la Chambre des communes et au Sénat. Alors, on voit que quand même, il y aura cette opportunité de visibilité. On verra quels seront les moyens de communication novateurs qui seront utilisés pour souligner la visite du roi Charles. Mais c'est vrai, c'est un beau rappel de l'histoire. Oui. Louis, voilà, visite qui est organisée qui a été organisée à l'initiative donc de Mark Carney, mais ce que les sondages révèlent dans les dernières années, c'est qu'il y a quand même un décalage entre bien des Canadiens par rapport à la monarchie et l'opinion que s'en fait Mark Carney et d'autres élus à Ottawa. Vous pensez quand même que c'est une bonne idée, cette démarche, cette visite est claire? On parle d'à peine 24 heures au pays. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'on est dans cette... rappelons-nous qu'il y a quand même quelques semaines, on est encore obsédé par cette question-là d'annexion. Oui. Puis Mark Carney, il est très bon dans les symboles. Dans les premières heures où il était premier ministre, il s'est rendu en Europe plutôt qu'aux États-Unis, comme message de souveraineté, d'indépendance un peu des États-Unis. Il est allé dans le Grand Nord aussi voir les Rangers, convoque les premiers ministres au musée de la guerre. Écoute, c'est des symboles par-dessus symboles. Alors moi, j'apprécie ça. Puis le roi fait partie de cette liste de symboles. Et puis, mais aussi, on veut que ça reste un symbole. On ne veut pas la polémique autour de la présence du roi. Donc, c'est pour ça que le roi vient faire son discours, remettre une petite couronne de fleurs au monument commémoratif à Ottawa, puis ça s'arrête à planter un arbre, je pense, puis c'est fini. Donc, le symbole important aussi, intéressant là-dedans, c'est peut-être le bilinguisme, parce que le roi Charles III va pouvoir faire une partie du discours en français, s'il le souhaite. Et si le premier ministre a pensé d'en faire une partie du discours en français, il pourrait très bien le faire, alors que la gouverneure générale ne pourrait pas le faire. Donc, parce qu'elle parle anglais et inuktitut, donc pas français. Donc, moi, j'ai hâte de voir le roi Charles III lire la moitié du discours du trône en français. Donc, je n'en attends pas moins. C'est des symboles. Ce sont des symboles. Oui, OK. Ça, on va surveiller ça mardi matin, c'est sûr. Et la reine, dans son discours, en 77, avait parlé d'unité canadienne à plusieurs reprises dans son discours. Alors, si le roi Charles veut éviter la controverse, il n'a qu'à dire comme ma mère avait dit en 77. Oui. Alors, dans un contexte où le Québec a aboli le serment au roi quand même en 2022. Oui, voilà. Alors, première visite à la suite de cette décision. On va voir s'il en prend ombrage. Donc. Martine Saint-Victor, Louis Aucoin, c'est vraiment un plaisir de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, bon week-end. À la prochaine.